pour freiner sa course. Et freiner sa course, non seulement implique deux choses. Freiner sa course implique la baisse de la létalité de la maladie, le nombre de morts, le nombre de victimes de cette maladie-là, du Covid-19, mais aussi pour pouvoir gérer les cas les plus sévères. Parce que quand même, il y a des structures hospitalières. Les structures hospitalières dans le monde entier n'ont pas été préparées à une épidémie d'une telle ampleur, parce que ce sont des sociétés déjà assainies, les sociétés où la santé, presque on ne regarde même plus ça, parce que tellement c'est ordinaire. La plupart des maladies de ce type-là sont éradiquées, sinon maîtrisées. Les structures n'étaient pas préparées à se faire aplatir, en fait, le sommet, la courbe de l'épidémie, mais aussi pour que les hôpitaux puissent gérer les cas graves. Parce que si on laisse faire, il va y avoir trop de cas graves, même si, il faut le dire aussi également, sous une forme bénigne, il faut le dire également. Et aussi, il faut le dire, la distribution en quelque sorte de la gravité en fonction d'autres maladies, ce qu'on appelle les comorbidités, en fonction de l'âge. Donc ce n'est pas une maladie, une fois, quelle que soit la personne, quel que soit l'âge, quel que soit, etc., l'état de santé, va mourir. Ce n'est pas cela, la vérité scientifique sur la maladie. À ce moment-là, confiner devient une stratégie pour pouvoir diminuer en quelque sorte le nombre de personnes, faire diminuer le nombre de personnes contaminées, parce qu'il faut voir aussi la question susceptible d'être contaminées, mais il faut voir aussi la question du spectre en quelque sorte de la propagation de la maladie, c'est-à-dire que la capacité de transmission du virus d'une personne à une autre, parce qu'on sait très bien, actuellement on dit que c'est à peu près 2,5, 2,6%. Par exemple, 6 000 personnes attrapent cette maladie-là, étant donné ce taux de contagiosité-là, ça va transmettre la maladie à 2500 personnes. 2500 multiplié par 2, on voit comment ça peut progresser si on ne fait rien. Alors que pour la rougeole, c'est 12. Il faut multiplier 1000 personnes par 12, donc c'est beaucoup plus contagieux. À ce moment-là, on peut dire que le confinement, c'est cette stratégie-là consistant à diminuer la contagion, c'est-à-dire la transmission de personne à personne de cette maladie-là, mais aussi pour que les hôpitaux puissent gérer en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas un nombre de médecins, de personnel sanitaire ou hospitalier infini. Donc il y a un nombre de personnels hospitaliers par habitant, il y a un nombre de lits dans les hôpitaux par habitant, il faut qu'on puisse gérer tout cela. Et pour ce faire, jusqu'à présent, il n'y a pas d'autre moyen que le confinement. Mais dans des pays où on peut confiner. Vous voyez, je veux dire, il y a deux éléments. Il y a le ralentissement, donc l'aplatissement de la courbe de l'épidémie. D'autre part, il y a la question de la gestion hospitalière, de la prise en charge hospitalière des personnes en quelque sorte affectées par cet agent pathogène-là. Donc, bien sûr, dans ce pays-là, il y a des structures hospitalières existantes. Avec tout ce que cela doit comporter. Donc cela doit comporter à la fois le personnel sanitaire médical, cela doit comporter aussi des équipements médicaux. Donc il faut qu'il y ait cet élément d'un côté. Deuxièmement, il faut qu'il y ait aussi la capacité socio-économique pour les individus de cette société-là d'être confiné, en quelque sorte, de rester chez soi. Il faut pouvoir continuer à vivre. À vivre, parce que tout simplement, il ne suffit pas de dire aux gens, vous allez rester chez vous, mais puisque nous ne vivons pas dans un État, dans une société sans État, où chacun est responsable de soi, il y a une gouvernance, il faut qu'il y ait des institutions capables d'aider les gens à rester chez eux. Et non seulement d'aider les gens économiquement à rester chez eux, mais aussi de forcer les gens à rester chez eux. Donc il y a un élément d'ordre sanitaire pour le confinement, il y a un élément d'ordre économique. Gouvernance de cette crise sanitaire-là, on voit l'introduction de l'élément militaire. On voit que maintenant l'armée part, que l'épidémie est un fait social total. À ce moment-là, il faut qu'il y ait aussi des stratégies totales pour pouvoir faire face à ce fait biologique et social. Donc, pour confiner, il faut avoir
évidemment la possibilité de prendre en charge les cas les plus graves, il faut aussi que l'Europe, on se précipite sur les centres d'achat. On va faire des provisions pour une semaine, pour 2 semaines. Maintenant, dans le cas haïtien, pour moi-même, maintenant, dans le cas haïtien, on n'a presque aucun de ces éléments-là. Possibilité à la fois administrative et... Est-ce que culturellement, haïtien, par les marché, le nomadisme, déplacé de temps en temps, est-ce que haïtien carré la caille? Non, mais ça dépend. Bon, l'homme en soi. Rester en place, pour rester inanimé comme cela. On est fait pour bouger, pour chasser, pour cueillir, pour travailler, etc. C'est pour cela qu'il y a des maladies, évidemment, qui sont causées par le sédentarisme. Donc, pour ce simplement, nous ne sommes pas génétiquement faits pour rester cloîtrés dans un fauteuil, sur un lit, etc. à la maison. Mais maintenant, il peut y avoir des habitudes. Mais nous, ça dépend du milieu. Est-ce qu'il s'agit du milieu rural ou du milieu urbain? Mais le fait est que dans au cœur même de la situation, dans le fonctionnement même de la société, c'est que on ne peut pas rester chez soi. Parce que tout simplement, il y a un modèle économique auquel on participe, en quelque sorte. Il faut qu'on travaille. Qu'on travaille soit à titre salarié, soit à titre indépendant. De toute manière, il faut qu'on subvienne en quelque sorte à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. On ne peut pas rester chez soi. Le fait même de se déplacer pour aller dans son champ, c'est un mouvement. Le fait même de se déplacer pour aller vendre ses saucisses au bord de la rue, c'est quand même une nécessité vitale. Donc en Haïti, à l'heure actuelle, c'est que je vois très mal, je vais vous donner les chiffres, à la fois les chiffres d'ordre sanitaire, en termes du système sanitaire, les chiffres d'ordre économique, pour voir qu'il est très difficile, voire impossible de confiner la population, étant donné évidemment qu'on n'a pas assez de médecins par habitant. Le chiffre du nombre de médecins par habitant, je vous le donnerai tout à l'heure, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire, même si, parce qu'on dit actuellement, ah oui, voilà, il faut qu'on mette tout en œuvre pour prendre en charge médicalement, mais pour prendre en charge médicalement des individus qui sont infestés par cet agent pathogène-là, il faut qu'il y ait des structures hospitalières. Il ne suffit pas d'avoir des bâtiments. On peut réquisitionner des bâtiments, des équipements médicaux. Il faut qu'il y ait des médecins, mais la plupart de nos médecins sont à l'étranger. La plupart de nos infirmières sont à l'étranger. À ce moment-là, on se demande comment est-ce que... En plus, il faut tenir compte de la dimension psychosociale du personnel de santé. Ils sont démotivés parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas très bien équipés, ils sont en quelque sorte exposés aux risques sanitaires. À ce moment-là, d'un point de vue purement sanitaire, ce serait très difficile, évidemment, ce sera très difficile de prendre en charge, de faire face sanitairement à cette épidémie. Dire cela, ce n'est pas faire... ce n'est pas participer à la panique. Dire cela, c'est tout simplement avoir le sens de la réalité, pour qu'on sache très bien dans quelle situation on se trouve. Du point de vue économique, on a une économie presque part, évidemment, l'économie est largement informelle, presque à 90% informelle. Dans ce chiffre-là, il faut voir l'économie informelle, par exemple, de petits business, etc., donc non maîtrisée, non contrôlée par l'État, mais il faut voir aussi les travailleurs indépendants.